Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous retrouver encore ce mois-ci dans votre émission Gros Plan. L'émission qui vous parle des organisations à but non lucratif au Sénégal, de leurs actions, de leurs activités, mais aussi de leurs réalisations. Nous sommes ce mois-ci dans un numéro spécial qu'on va appeler Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, WATI, en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Dans ce numéro de Gros Plan, nous recevons M. Eliman Abikan de l'ex-Africa, qui vient nous parler de sa perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal. Nous vous laissons avec un court élément pour vous présenter notre invité et nous revenons sur le plateau juste après. Eliman Abikan est président-directeur exécutif de l'ex-Africa, un think tank panafricain basé à Dakar. Analyste des politiques publiques certifiées, Eliman est sociologue de formation et titulaire d'un master en management, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de psychologue conseiller. Il a aussi obtenu plusieurs certificats en développement international, en droits humains, en leadership et développement durable. Consultant international en gouvernance et facilitation de processus multi-acteurs, il a dans ce cadre effectué des missions pour la CNUSED, la Commission économique pour l'Afrique, l'IDEP, la Banque mondiale, le PNUD ou Transparency International. Avant de créer l'ex-Africa, Eliman Abikan a travaillé comme coordonnateur de programme, puis directeur exécutif du Forum civil. Il a ensuite été responsable de programmes gouvernance et moyens d'existence à Oxfam au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Il est notre invité de ce numéro de Gros Plan. Monsieur Kane, bonsoir. Bonsoir, Madame Khadija. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de iTélé. Vous êtes dans Gros Plan, l'émission qui parle des organisations de la société civile et des associations. L'ex-Africa en est une. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. L'ex-Africa a été créé il y a exactement 10 ans cette année et c'était à l'issue d'une analyse que nous avions faite après 50 ans d'indépendance ou d'accession à la souveraineté internationale de l'essentiel des pays africains. Et on avait réuni une quarantaine de jeunes, de leaders émergents, etc. pour faire le diagnostic. Et après, nous nous sommes dit qu'après ce diagnostic, va falloir que nous mettions en place une structure qui prend en charge les grands défis. Et c'est ainsi que nous avons identifié 4 défis majeurs qui sont le défi du leadership, le défi de l'éthique, le défi de la gouvernance et le défi de la stratégie pour l'Afrique. Ce qui justifie d'ailleurs le nom de l'ex-Africa. Et voilà, depuis, nous œuvrons dans la promotion des actions qui nous permettent de relever ces défis et en travaillant surtout sur une vision qui nous permet de travailler au moins sur 2 générations. C'est pour cela que nous avons une vision sur 2060 et pour accompagner les jeunes, les nouvelles générations pour que la situation de l'Afrique puisse définitivement changer quand il s'agira maintenant de faire le bilan de 100 ans d'accession à la souveraineté internationale. Que signifie l'ex-Africa, si vous deviez définir? Voilà, donc c'est leadership, éthique, gouvernance et stratégie pour l'Afrique. C'est exactement ça, l'ex-Africa. Mais l'ex-Africa, c'est aussi le legs qu'une génération donne à une autre génération. Et donc, il s'agit pour nous également de questionner le leg, donc ce que les générations passées ont eu à faire pour promouvoir le développement, la gouvernance et la stratégie pour l'Afrique, pour que l'Afrique puisse mieux assumer sa présence dans le monde, mais également préparer la génération actuelle et les générations futures à avoir une relation critique avec ce leg et à le colporter justement. C'est pour cela qu'on appelle nos membres les porteurs du leg pour faire leur part et donc dans la transformation de l'Afrique qui devrait passer par justement ce que nous appelons la citoyenneté de transformation qu'il faut essayer d'inculquer surtout aux jeunes. Donc, si je comprends bien, préserver le leg des anciens, mais aussi constituer un nouveau leg pour les générations à venir. Vous avez parlé de la gouvernance parmi les piliers de l'ex-Africa. Quelle est aujourd'hui la perception que vous avez du Sénégal en termes de gouvernance ou même de bonne gouvernance, si on peut en parler? Merci beaucoup, je suis très à l'aise
D'abord pour le format et le cadre, parce que effectivement, aussi bien Ouati que Forum Civil sont des organisations sœurs et partenaires aussi. Et pour l'histoire, bon, moi j'ai été même le directeur exécutif de Forum Civil, une position que j'ai quittée en 2012. Effectivement. Alors donc, c'est là aussi que j'ai commencé à travailler sur les questions de gouvernance. Et donc, pour moi, c'est le nœud central de nos défis contemporains aujourd'hui des États africains, c'est la gouvernance. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous considérez toute l'immensité des richesses que nous avons dans la plupart de nos États en Afrique, dont le Sénégal, bien évidemment, en termes de ressources naturelles, en termes de ressources extractives, et maintenant de ressources humaines aussi, car je pense à cette jeunesse qui, en fait, structure notre pyramide démographique. Et donc, nous avons l'essentiel, tout ce qu'il nous faut pour faire face à nos préoccupations et puis transformer notre économie et notre société. Alors, pourquoi ça n'arrive pas, malgré tout ceci? Cela veut dire tout simplement qu'il faut questionner ce que l'économiste brillant Mamadou Touré, qui fut président de l'Assemblée nationale ivoirienne, appelait donc le capital intangible. C'est au niveau du capital intangible qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire que les superstructures que nous mettons en place, les systèmes que nous mettons en place, les processus que nous mettons en place et les pratiques également que nous avons pour animer nos États. Et cela veut dire tout simplement la gouvernance. Parce que quand on parle de la gouvernance, on parle justement des cadres juridiques que nous mettons en place. On parle des institutions que nous mettons en place. On parle également des processus qui sont organisés, donc par où il faut passer pour prendre des décisions, comment c'est inclusif ou pas participatif. Mais également, on parle des pratiques, des acteurs qui animent tout ce système-là. Et donc, il faut intégrer tout ceci pour pouvoir apprécier la gouvernance. Et à partir de là, donc, je pense qu'au Sénégal, la gouvernance demeure un défi majeur, dans la mesure où l'appréciation va être mitigée. Pourquoi? Parce que sur le plan des institutions et de la réglementation donc, du cadre juridique, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire on a un arsenal de textes qui sont des textes pour promouvoir la bonne gouvernance, qui sont des textes pour lutter contre la corruption, qui sont des textes pour lutter contre l'enrichissement illicite, etc. On a mis en place également des institutions, parfois en répondant surtout à des exigences que nous imposent quelque part les engagements communautaires que nous avons en signant des chartes et des conventions, etc. Comme par exemple l'OFNAC. Donc on a tout ce qu'il faut. Mais dans la pratique, on se rend compte que ce n'est pas efficace. Ces règlements et ces institutions ne sont pas efficaces parce que nous avons encore de sérieux problèmes de gouvernance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout simplement, il faut interroger les pratiques et également la volonté donc d'appliquer cela. Malheureusement, au Sénégal, moi, c'est ça mon observation finale, nous dit que nous avons une fausse volonté de promotion de la bonne gouvernance. C'est-à-dire on met en place les institutions, les règles pour se conformer aux exigences de nos partenaires, aux exigences de la gouvernance mondiale, mais en même temps, par les pratiques, on s'aborde justement cet arsenal que nous mettons en place, soit sur le choix ou le renoncement aux hommes et aux femmes qui animent ces institutions, mais également surtout, par l'impunité. Donc, quand on se rend compte que quand des structures qui sont mises en place font correctement leur travail, au niveau de la justice ou bien au niveau des sanctions administratives qui doivent être prises, malheureusement, rien ne se passe. Et est-ce que ce n'est pas là le problème? Est-ce qu'il n'est pas plus profond avant même d'aller aux institutions? Parce que si on regarde toute la structure de notre population, de la base au sommet, on a des cas parfois très basiques de malgouvernance, de petites institutions, de petites structures, ne serait-ce qu'au niveau communautaire, qui sont relayées très souvent, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de l'impunité. Est-ce que ça ne va pas générer auprès des populations, surtout des plus jeunes, un sentiment d'injustice, d'impunité, et de se dire, tant qu'à faire, autant faire comme les autres? Parce que vous avez parlé du legs. Si c'est le legs qu'on laisse, le legs de l'impunité qu'on laisse à notre génération actuelle,
mais aux générations futures aussi. Est-ce qu'on va s'en sortir techniquement, malgré tout l'arsenal juridique, institutionnel, structurel qu'on peut avoir et qui, paradoxe, est copié dans tous les pays ou dans beaucoup de pays d'Afrique francophone ou même anglophone. Ils prennent nos textes et ils les appliquent d'une meilleure manière que nous-mêmes qui en avons été les auteurs. Vous avez parfaitement raison de dire que le phénomène est un problème beaucoup plus large et touche les profondeurs de la société. Et justement, c'est ça, quand on considère le système d'intégrité qui est la solution, ou bien qui est la finalité recherchée pour qu'on ait un pays où véritablement on a une gouvernance qui est appropriée. C'est que la base du système d'intégrité, ce sont les citoyens. Donc il faut travailler sur les citoyens, les armer, leur donner tout ce dont ils ont besoin pour comprendre l'État, pour comprendre l'État de droit, pour comprendre la séparation des pouvoirs, c'est tous ces principes de l'État de droit, mais pour comprendre également qu'est-ce qui devrait être les véritables piliers d'une république qu'il faut préserver et aussi surtout les valeurs, surtout l'éthique morale qu'il faut avoir dans une société pour se conformer aux exigences de vivre ensemble, qui ne doit pas laisser libre cours à l'injustice, parce que tout part de l'injustice. Mais ce que vous avez dit également, vous avez montré que, en fait, c'est un nœud gordien, c'est-à-dire que c'est vrai que les comportements diffus dans la société impriment donc les pratiques au niveau des institutions, des hautes institutions, et aussi au niveau de l'élite. Mais aussi en même temps, les comportements de l'élite, surtout qui ont la responsabilité de faire fonctionner les institutions, de faire appliquer la justice, de préserver l'équité, a aussi, comment dirais-je, une influence très poussée sur les comportements des masses citoyennes populaires. Et justement, c'est ça le problème de l'impunité, c'est ça le problème quand on voit que les responsables qui sont les plus exposés dans une société ne respectent pas les lois, ou bien quand ils ne les respectent pas, rien ne se fait, il n'y a aucune sanction. Et que voulez-vous que puisse penser un jeune qui est au bas de l'échelle et qui les regarde faire dans l'impunité, qui est souvent adoubée d'une certaine arrogance dans l'utilisation des deniers publics, etc. Et donc, ça donne un mauvais exemple. Et l'exemple est un élément de pédagogie. Et donc, ça contribue à, cristalliser dans la société alors des comportements qui sont des comportements déviés, et ça devient compliqué. Et je pense que nous sommes arrivés à ce niveau où, en fait, on peut dire de façon globale, le problème, et il est banalisé, mais la conséquence de cette banalisation, c'est ça qui est plus grave. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus par quel bout il faut prendre le problème. Parce que chacun se dit, mais finalement, écoute, il n'y a rien à faire. Comment faire? Ils se disent même qu'il n'y a rien à faire, parce que tout le monde fait la même chose, et c'est comme ça que ça marche. C'est ça le danger. Alors, ça ne doit pas marcher comme ça, et donc il faut qu'effectivement, des citoyens, des personnalités de l'élite, des organisations comme les nôtres, continuer à rester debout pour dire que non, ça ne doit pas se passer comme ça, et essayer, dans une démarche d'abord pédagogique, d'essayer de privilégier l'éducation à la citoyenneté pour toucher les nouvelles générations, pour qu'elles puissent développer de nouvelles mentalités par rapport aux affaires publiques, à la chose publique tout simplement, mais également rester des vigies par rapport à ce qu'ils ont la responsabilité de faire, de dénoncer des pratiques qui ne sont pas des pratiques consolidantes donc de cette quête de gouvernance dans une république qui respecte l'état de droit, et voilà, et également être des veilleurs de la justice sociale. Est-ce qu'on n'est pas en manque d'instances coercitives fermes par rapport à la question de la transparence, de la corruption, de la redevabilité? Je donne pour exemple, des cas de corruption ont été relayés, sortis par des rapports, les cas de détournement de deniers publics. Mais à part de rares cas qui touchent parfois des hommes politiques très connus, la plupart sont passés sous le coude. Alors, est-ce que ce n'est pas notre dispositif qui manque d'une structure qui est capable, aujourd'hui, au-delà de poser un diagnostic et de dire que telle structure ou telle personne a été épinglée pour tel méfait, mais voilà la sanction qui tombe immédiatement sur cette personne-là, au lieu d'attendre qu'un pouvoir, à la limite suprême,
puisse dire est-ce qu'on poursuit ou pas. Oui, vous savez, la responsabilité du pouvoir au plus haut niveau, je veux dire de l'exécutif, et disons clairement du président de la République, est fondamentale dans cette situation. Vous-même, vous avez utilisé un terme qui renvoie à un discours porté par le président lui-même, mettre le coude, etc. C'est dangereux, c'est grave. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement, même les institutions, si elles existent, ont ce qu'il faut, alors qu'elles n'assument pas cette indépendance dans la pratique, il posera problème. Vous savez, si ces choses jouaient sur leur rôle correctement, il n'y aurait pas de problème, mais de façon indépendante. Parce que nous avons des institutions comme l'OFNAC, parce que vous avez parlé de la corruption, qui a été renforcée en 2012 avec de nouvelles prérogatives, le pouvoir d'autosaisine du parquet, etc., renforcer ses enquêtes, etc. Mais vous regardez le cadre stratégique de l'OFNAC, moi j'ai eu à l'analyser, à faire mes retours sur ça, mais on ne parle à peine pas de sanctions. C'est oui, il faut faire la promotion d'une culture anticorruption, c'est bien tout ça, mais le rôle d'un organe comme l'OFNAC n'est pas l'animation éducative, etc. Il y a d'autres organisations qui le font depuis très longtemps. Mais c'est surtout de veiller à ce que, s'il y a des enquêtes qui sont faites, qu'il y ait donc une suite qui soit réservée à ces enquêtes-là. Comment réformer, par exemple, l'OFNAC? Comment réformer? La réorganiser pour qu'elle puisse jouer pleinement je pense qu'il faut davantage augmenter les pouvoirs de l'OFNAC. Par exemple, l'OFNAC, pour le moment, fait un travail qui est important. En tout cas, est capable de faire un travail important. Mais quelle est l'issue du travail qui est fait? Et là où l'impunité règne encore, c'est dans la relation entre l'OFNAC et le parquet. Parce que l'OFNAC peut s'autosaisir, faire des enquêtes, mais ensuite dépose ses rapports au niveau du président et du parquet. Au niveau du président, il n'y a souvent pas de suite qui est donnée sur plusieurs rapports, surtout quand il y a de la politique qui se mêle là-dedans, on protège ses partisans, on sanctionne les autres. Alors donc, il y a une première faille de l'impunité à ce niveau. La seconde faille, c'est que quand le parquet ne donne pas suite. Alors donc, si on donne à l'OFNAC cette indépendance totale vis-à-vis même du président de la République, qui aussi doit être le premier à être contrôlé dans ce pays, voyez-vous, parce qu'on est dans un pays où le président ne est responsable de rien, mais il a tous les pouvoirs, même devant l'Assemblée nationale, voyez-vous. Donc il faut que ces institutions soient extirpées entièrement, totalement de la mainmise de la présidence de la République, mais également que les rapports que l'OFNAC soumet au parquet lie le parquet définitivement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'OFNAC donne un rapport au parquet, les procureurs ont l'obligation de donner suite à ces rapports. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on aurait pu davantage renforcer la lutte contre la corruption dans ce pays. Que pensez-vous du parquet financier qui remplace désormais la CRI? Oui, il parle de pôle financier. Je pense que c'est une bonne chose. Nous sommes même en retard à ça parce que beaucoup de pays voisins, comme le Burkina, que je connais un peu mieux pour avoir fait des missions, a son parquet financier depuis longtemps et qui est indépendant. On voit des procureurs très forts, mais également qui sont bien formés sur les questions, parce que les crimes et délits, les infractions de façon générale financière sont maintenant très complexes. Et il faut des formations très pointues des magistrats. Mais ça ne suffira pas parce que les magistrats eux-mêmes auront des limites à circonscrire ces infractions-là. Il va falloir qu'ils travaillent effectivement avec des experts qui sont très pointus sur ces questions. Parce que ces questions maintenant, c'est quoi? Surtout quand on entre dans l'économie des ressources naturelles, des industries extractives, où il y a une présence forte de grandes multinationales, mais les pratiques sont connues et c'est là que nous perdons le plus, quelles que soient les institutions que nous mettons en place. C'est ce qu'on appelle les pratiques d'optimisation fiscale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises ont les moyens d'utiliser des mécanismes tellement sophistiqués pour éviter de payer l'impôt. Et là, si on ne forme pas nos régies financières, si on ne forme pas nos vérificateurs, si on ne ferme pas toute cette administration de la fonction publique en charge de la fiscalité, alors on ne verra rien.
on ne verra absolument rien. Parce qu'avant de parler de partage de production, parce que c'est tel contrat que nous signons, alors on serait déjà suffisamment grusé. Voyez-vous, il ne restera pas beaucoup à partager parce que tout simplement, il y a des pratiques dans les prises de transfert, les pratiques de surfacturation, et il y a d'autres types de pratiques qui sont connues et pour lesquelles il faut véritablement des gens très bien formés pour les suivre. Maintenant, donc, je pense que avec aussi toutes les autres infractions connexes comme les blanchiments, les conflits d'intérêts, etc., on a besoin que ce pool financier-là soit très bien outillé, financièrement accompagné, et également que des experts soient mobilisés pour les accompagner dans les enquêtes qu'ils auront à faire. Vous avez parlé tout de suite des ressources naturelles. On a un défi majeur qui arrive, ou des défis majeurs d'ailleurs, qui arrivent avec le pétrole et le gaz. On est à quelques mois de l'année 2024 et on attend le premier baril. Quelles sont selon vous les mesures que l'État du Sénégal doit prendre dans toute son architecture de la présidence, en passant par les ministres et aux agences qui seront en charge de cette exploitation-là, pour veiller à une transparence au niveau des industries extractives? On a l'ITIE, certes, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que les Sénégalais puissent savoir combien de barils on extrait, par exemple, par jour, et où va l'argent de ce pétrole? Excellent. Alors, parce que ça, c'est une préoccupation que j'ai depuis le début. J'ai commencé très tôt à travailler sur le secteur des hydrocarbures quand il y a eu les premières annonces de découverte en 2014. Et parce que je travaillais dans le secteur un peu partout dans plusieurs pays, l'Ouest africain, et puis voilà, dans une organisation qui était spécialisée sur ça. Et nous connaissons quel est le sort des pays qui sont les moins organisés, qui ont les pays à faible revenu intermédiaire ou faible, ou bien qui ont des organisations internes faibles. Alors ces pays risquent de vivre justement la malédiction et souvent, généralement, ne bénéficient pas des ressources qui sont exploitées dans ces pays. Donc il fallait très, très tôt anticiper sur ça, et notre préoccupation a été de promouvoir une gouvernance justement démocratique. Et parce que notre hypothèse du travail et qui se confirme est que plus la gouvernance des hydrocarbures, des ressources naturelles de façon générale est démocratique, plus l'État a des chances de pouvoir en bénéficier et faire bénéficier ses populations. Tout simplement parce que d'abord, ça renforce les capacités de négociation de l'État. Parce que le secteur est marqué par quoi? Par l'asymétrie qu'il y a entre les partenaires privés, le multinational étranger et nos États. Asymétrie sur tous les plans. L'information, la technologie, la technique, les finances pour exploiter ces revenus. Alors donc, du coup, nous partons faibles et perdants dans ce partenariat. Voyez-vous? Et donc, pour maintenant changer cela, nos États devraient davantage se recentrer sur eux-mêmes, travailler avec les expertises locales, travailler dans une consultation permanente avec les citoyens pour recueillir leurs préoccupations, leurs peurs et les risques qui se présentent dans notre entrée dans cette nouvelle économie pour pouvoir armer de béton donc les éléments de négociation quand ils sont face à ces multinationales. Malheureusement, ce qui n'est pas fait. Jusque-là, les négociations même sont guidées par la philosophie des grandes entreprises qui exploitent les hydrocarbures ou bien le secteur minier ici. Et donc, naturellement, même dans la préparation des contrats, il y a encore cette asymétrie qui fait que c'est juste souvent c'est une adhésion parce qu'on ne se donne pas les moyens d'avoir les compétences qu'il faut. Souvent, c'est une personne, deux personnes, et ça, je ne le dis pas comme ça. C'est l'ancien ministre lui-même du pétrole de ce pays qui le disait qu'au moment de signer des contrats avec certains partenaires, il ne trouvait même pas un juriste spécialisé avec qui il peut partir négocier. Voyez-vous comment c'est grave? Donc, au cœur de l'État, il y a l'aveu qu'effectivement, nous n'avons pas les capacités, les compétences pour faire face à ces entreprises qui, elles, viennent avec des batteries d'expertise
Sur chaque article, vous avez quelqu'un qui est spécialisé sur ces questions-là. Alors que nous, voilà, on doit 2-3 fonctionnaires qui n'ont jamais été formés sur ces questions-là, qui vont nous représenter. Et ce qui fait que finalement, on se retrouve avec des contrats qui sont des contrats léoniens. On se découvre plus tard que, ben, écoute, il se passe des situations anormales. Et on est dans l'impasse parce que ce type de contrat-là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut les changer parce que tout simplement, il y a des risques de pénalités qui souvent sont beaucoup plus onéreuses que le fait de continuer dans un contrat qui n'est pas équilibré jusqu'à sa fin. Donc voilà un peu le mal qui nous arrive. Et donc je pense, et je persiste à le dire, une des meilleures façons de le faire, c'est d'avoir des discussions ouvertes avec ses propres citoyens, de mettre le patriotisme devant quoi que ce soit, et pour pouvoir, avant d'aller négocier des contrats. Et malheureusement, ça, ce n'est pas encore le cas. Voyez-vous, sur le plan stratégique, comment le pétrole et le gaz est géré, et sur le plan stratégique, c'est le COS Pétrogaz. Mais là, le COS Pétrogaz, qu'est-ce que vous avez? C'est encore une réunion ministérielle présidentielle que nous avons. Voilà, et on disait, oui, on va impliquer la société civile, qui est souvent parfois en avance sur beaucoup de questions, parce que c'est au niveau global qu'elle s'intéresse à ces questions-là, mais qui est en rade. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, la seule place qui est accordée à la société civile n'est toujours pas pourvue, tout simplement. Et par ailleurs, il disait même, oui, on va aller plus loin, parce qu'on met même l'opposition parlementaire là-dedans, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Donc pour dire que la gouvernance du secteur est encore centralisée au niveau du président lui-même. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut avoir des institutions beaucoup plus ouvertes, avec plus de représentation des citoyens. Et on a des cas, des exemples à côté. Moi, j'ai fait, il y a quelques années, une mission au Ghana avec des parlementaires. On va un peu ce qu'on appelle le PIAC, le Public Interest Accountability Council. C'est-à-dire que les citoyens sont là-dedans, représentés. Ils savent, ils ont toutes les informations concernant l'exploitation du pétrole, du gaz au niveau du Ghana, et également font des rapports avec des recommandations qui souvent sont prises en compte par les décideurs. Très bien. Merci M. Kane. On est au terme de cette émission. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir. Nous allons vous laisser 30 secondes pour un dernier mot pour sensibiliser les populations, mais aussi nos dirigeants, à une meilleure gouvernance des ressources naturelles et des ressources publiques. Oui, moi j'appelle surtout à la responsabilité, à l'éthique des responsabilités. Pour dire que les Sénégalais, quelle que soit l'échelle à laquelle ils se situent, ont une responsabilité majeure par rapport au devenir de ce pays et à une gouvernance qui doit être une gouvernance donc vertueuse. Et je pense qu'il faut mettre devant tout l'intérêt général, mais également donc le mérite dans les pratiques pour qu'on puisse mobiliser les meilleurs Sénégalais d'entre nous sur les différents secteurs pour que nous puissions garder notre pays debout parce que nous avons tout ce qu'il faut, tout le potentiel qu'il faut pour que les Sénégalais se sentent bien avec les ressources que nous avons, que ce soit naturelles qu'humaines. Très bien. Merci beaucoup, M. Kane. C'est moi. Merci à mes téléspectateurs de nous avoir accordé de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité et un autre gros plan.